Salut, c'est Audrey. Dans cette vidéo, je vais me maquiller tout en racontant l'histoire de Jeffrey Dahmer. Le concept vient de la chaîne YouTube de Bailey. On approche la période d'Halloween, macabrité, tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas se lancer. Jeffrey Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee. Il faut savoir qu'il est aussi mort assassiné le 28 novembre 1994. Il a été surnommé le cannibale de Milwaukee. C'est un tueur en série américain qui a avoué avoir tué 17 jeunes hommes entre 1978 et 1991. Ces meurtres se composaient généralement de viols, des démembrements aussi, et de la nécrophilie et du cannibalisme. Son père, c'est Lionel Heber Dahmer. C'était un chimiste et sa mère, c'était Joyce Annette. Il a aussi un frère de 7 ans, son cadet, en fait. Dans sa jeunesse, sa mère a fait une dépression postpartum à la suite de sa grossesse avec Jeffrey. Et en 1996, il la retrouve même à moitié morte sur son lit, où elle avait en fait tenté de se suicider et lui, il était encore tout jeune à cette époque-là. Il faut savoir que ses parents se disputaient tout le temps, ils vivaient dans une atmosphère qui était très tumultueuse à la maison. Son père pensait que sa mère était folle. Les dépressions postpartum, c'était pas vraiment quelque chose qui était beaucoup diagnostiqué à l'époque et c'est quelque chose qu'elle vivait très mal. Du coup, son père était aussi énormément absent à cause du boulot et il se retrouvait lui seul avec sa mère un peu dépressive. Visiblement, avant son 4e anniversaire, on pouvait toujours le décrire comme étant un enfant normal, énergétique, content. Son père, lui, est persuadé que ça a changé, qu'il y a eu un shift quand il a eu son opération et qu'il a été sous anesthésie générale pour une hernie. Selon lui, c'est à partir de ce moment-là qu'il a eu des comportements qui étaient beaucoup plus bizarres. Pareil, ses professeurs le décrivaient comme étant quelqu'un de timide et de très réservé. Et l'une d'entre elles aurait même la diagnostiqué précocement un sentiment de l'abandon chez lui. Du coup, on le retrouve quand même assez souvent par la suite que le fait qu'il y ait eu tout ça, c'est dans la recherche de vouloir que les gens restent avec lui, genre toujours, il ne le quitte pas. Elle avait pas tort quand même, sa prof. Donc déjà, entre 10 et 15 ans, c'était un enfant qui n'avait pas énormément de relations sociales avec les autres. Déjà, à cette époque-là, il cherchait des animaux morts pour pouvoir les disséquer. Il voulait les ramener chez lui. Il avait une fascination pour les animaux morts et pour les ossements aussi, pour tout ce qui est ciseaux, etc. Et cette passion s'est développée de plus en plus quand un jour il a découvert un animal mort en dessous de sa maison avec son père. Son père lui aurait montré un petit peu l'anatomie des animaux, l'aurait poussé aussi à solliciter cette partie de lui qui, lui, le voyait d'un côté plus scientifique, plus médical. Il était genre anormalement excité à l'idée des bruits, des os qui claquent ensemble comme des baguettes ou des choses comme ça. Plus tard, ça a continué à se développer. Il clouait des animaux sur des troncs d'arbres aussi. Apparemment, il aurait même empalé la tête d'un chien sur des branches. Très jeune, il a énormément développé tout ça par l'encouragement, encore une fois, de son père qui n'y voyait pas problème. On parle d'un enfant quand même qui est relativement jeune. Si à ce moment-là, tu trouves pas qu'il y a un problème à ça, il y a un problème. Dans les années 70, lors d'un dîner de famille, en fait, il posa librement la question à son père, à savoir comment est-ce qu'on peut blanchir des os et qu'est-ce qu'il se passerait si on mettait les os d'un poulet dans du bleach ou dans des acides, différents types d'acides pour en récupérer en fait que la carcasse et non plus la chair qu'il y a autour. Naïvement, son père lui a appris comment faire ça et comment le faire de manière sécurisée pour que lui ne puisse pas se blesser en manipulant ces produits chimiques. Il lui aurait aussi appris à comment disséquer correctement un animal pour en extraire le cœur ou autre. Très jeune, il commence à boire dès son adolescence au point où il arrivait même avec des canettes de bière à l'école, ce qui posa de problèmes dans sa scolarité. Il avait toujours de l'alcool dans son cartable ou dans sa veste, mais il deviendra vraiment alcoolique durant sa période universitaire
plus tard. Finalement, en 1977, ses parents divorcent après des années de bataille conjugale entre eux. Une fois que ses parents divorcent, il se retrouve tout le temps seul chez lui car sa mère a quitté en fait le domicile familial. Son père, lui, est parti également pour le travail et il rencontre à ce moment-là aussi une autre femme. Durant ce temps-là où il est seul, c'est à ce moment-là, en juin 1978, qu'il va commettre son premier meurtre. 3 semaines seulement après sa cérémonie de graduation. Ce sera malheureusement un autostoppeur, Stephen Hicks. Il s'était proposé de déposer Stephen à un concert qui était à 1 heure de route de chez eux. Stephen a accepté d'aller chez Jeff. Au moment où Stephen a voulu partir de là-bas, ou en tout cas que Jeff le dépose au concert comme il était prévu, pensez bien que Jeff avait d'autres projets. Finalement. Il n'a pas voulu laisser partir Stephen qui s'est énervé et sous la panique, Jeff a tapé à la tête Stephen avec une haltère d'environ 5 kilos. Suite à ça, Stephen, qui n'était pas encore mort, s'accrochait à la vie et se débattait. Et c'est là que Jeff l'a étranglé avec cette même haltère. Il prendra aussi du plaisir sexuel devant et avec le cadavre de Stephen et ce sera seulement le lendemain qu'il décidera de comment est-ce qu'il va se débarrasser du corps. Il va le démembrer, il voudra aussi brûler ses os pour les réduire en poudre pour pouvoir s'en débarrasser. Pour ça, les os étant encore humides, il les a même mis dans le four pour pouvoir les sécher, pour ensuite pouvoir les broyer et s'en débarrasser. Vu qu'il n'a pas réussi à broyer tous les os et à les réduire totalement en poudre, il les a juste jetés dans le jardin de sa maison. Comme ça. Par le suite, il avouera qu'en fait, le fait de les avoir jetés, c'était sous un coup de... Enfin, de les avoir jetés vraiment en l'air comme ça, c'était sous un coup de panique et également pour avoir la sensation que cette personne est toujours omniprésente, est toujours là, il est entouré de cette personne-là. C'est seulement 6 semaines après cette incident que son père vient lui rendre visite pour lui présenter sa nouvelle compagne dans un premier temps. C'est à ce moment-là que son père aussi se rend compte que la mère de Jeff n'est plus là depuis des mois. Elle a pris le petit frère de Jeff et elle est partie. Le père d'Amor réalise à ce moment-là qu'il y a un souci avec son fils. Il rentre dans une maison qui est remplie de canettes d'alcool. Son fils pue l'alcool, il est juste là à la maison depuis et à ne rien faire. C'est à ce moment-là qu'il décide de prendre les choses en main et de le faire inscrire à l'université dans l'Ohio dans un programme de sciences. Malheureusement, Jeff se fera licencier des cours seulement après 3 mois car il ne se présentait pas en cours et il était toujours ivre, toujours sous substance. Son père, mécontent, le força à s'inscrire à l'armée à ce moment-là. Il rentre donc à l'armée en 1979 et il reste jusqu'en 1981. Ça ne l'empêchera pas durant ces années de droguer ses collègues d'armée pour pouvoir en abuser sexuellement également. Il finira par se faire virer de nouveau de là-bas car il n'était plus apte à pouvoir remplir ses fonctions et encore une fois, pareil pour alcoolisme. Il prend donc une année sabbatique. Après l'armée, il retourne donc dans sa ville natale où il résidera de nouveau chez sa grand-mère qui se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, mais qui est persuadé qu'on peut arranger ça en allant à l'église. Pas très long, on n'est pas là quoi. Toutes ces années se passent sans aucune embûche. Il essaye d'être un bon garçon comme il dit. Pendant 9 ans, il joue le bon garçon. Il travaille à plusieurs jobs, dont des jobs en boucherie, toujours en contact de l'animal mort. Et c'est seulement 9 ans plus tard qu'il commet son deuxième meurtre en novembre 1987. Qui tuera un homme en fin de soirée dans un bar, sous une impulsion. Cet homme, c'était Stephen Tuomi. Il ne se souviendrait pas avoir commis ce crime. Il n'a même pas été jugé pour ce crime-là, visiblement. Mais on le compte quand même dans sa multitude de meurtres. De base, il voulait juste le droguer et se coucher à côté de lui pour pouvoir explorer son corps. Il mettra le corps de Stephen par la suite dans une grande valise qu'il emmènera chez sa grand-mère. Seulement pour 1 semaine plus tard, il va lui couper la tête, les bras et les jambes
Il va tout jeter à la poubelle, sauf la tête. Et après 2 semaines encore plus tard, c'est à ce moment-là qu'il va bouillir la tête avec un détergent et du bleach, dans l'espoir de pouvoir garder le crâne, qui par la suite lui servira de stimuli pour sa masturbation. C'est seulement 2 mois après le meurtre de Tuomi qu'il rencontre un jeune de 14 ans, James Dockstator. Son mode opérationnel de base, c'est qu'il rencontre les gens dans les bars. Il leur offre de l'argent contre des prises de photos nudes. Donc, lui, il voulait se proclamer artiste photographe en photo. Ils auraient apparemment échangé des activités aussi sexuelles avant que Dahmer le drogue et finisse par l'étrangler. Il va laisser le corps du jeune James dans un closet pendant 1 semaine avant de le démembrer. Donc déjà, les odeurs nauséabondes, ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que les gens, ses voisins, peu importe, se plaignaient souvent des odeurs qui émanaient de chez lui. En même temps, quand un cadavre en décomposition depuis 1 semaine, il va finalement le démembrer de la même manière qu'il l'avait fait avec Tuomi, ce qui deviendra un petit peu son mode opératoire. Il va donc mettre tous les membres à la poubelle, mais il va uniquement garder la tête, qui passera le même processus que pour Tuomi, c'est-à-dire le bouillir dans des détergents afin de uniquement pouvoir en garder le crâne. Les meurtres continuent du coup à s'enchaîner. En mars 1988, il rencontre un jeune homme de 22 ans qu'il pareil, drogue, le ramène chez sa grand-mère et finit par l'étrangler avec une ceinture en cuir. Sauf qu'avec celui-ci, une fois mort, Dahmer performe donc une fellation orale avec le cadavre de celui-ci. Franchement, bien dégueulasse. Il va le démembrer pour celui-là 24 heures plus tard et comme d'habitude, il va jeter les restes du corps mais il va uniquement garder la tête. 1 semaine après avoir quitté chez sa grand-mère et avoir eu son propre appartement, il aura déjà tué 6 personnes de plus, dont Raymond Smith. C'était lui un prostitué de 32 ans. Il lui a pareil donné une boisson avec des sleeping pills. Ce sera un des rares qu'il aura étranglé manuellement. Le jour suivant, cette mort-là, il s'achète un Polaroid avec lequel il fera des photos suggestives avant de démembrer ses morts. Et si vous vous demandez ce que j'utilise comme make-up, je mettrai tout dans la barre de description. Là, on est là pour parler de mort. De choses macabres. Je connais. En juin 1990, il rencontre Edward Smith, qu'il, pareil, attire dans son appartement, qu'il drogue. Par contre, cette fois-ci, il garde le squelette et le met en fait dans son congélateur pendant plusieurs mois dans l'espoir que ça retiendra pas l'humidité des os. En fait, c'est comme ça en voulant sécher par la suite qu'il va accidentellement casser le crâne parce que par la suite il faudra mettre les os au four pour pouvoir bien les sécher. C'est un processus qui aura fait exploser le crâne d'Edward Smith. Par la suite, il expliquera même à la police qu'il se sentait pas mal mais que Edward Smith c'est un peu comme un échec parce qu'en fait il a pas su garder le crâne. Le crâne a été détruit et donc c'est comme si ça n'avait même limite jamais existé et que donc c'est un peu un regret vu qu'il n'a pas son souvenir. C'est moins de 3 mois après ce meurtre-là qu'il rencontre un homme de 22 ans, Ernest Miller. Comme d'habitude, il accepte d'accompagner Dahmer à son appartement en échange de $50 pour faire des photos. Ta vie, elle aura valu $50. Il a voulu faire une fellation orale à Ernest qui insistera sur le fait qu'il devrait payer plus cher pour ça. Et sous le coup un petit peu de la colère, il le droguera, pareil, avec des sleeping pills. Et il va lui trancher la carotide avec le même couteau qu'il utilise pour disséquer le corps de ses autres victimes. 3 semaines plus tard, on y va, on accélère, 3 mois, 3 semaines. Il rencontre un homme de 22 ans, David Thomas. Et à force de réussir à convaincre les gens de venir chez lui, il arrive à le convaincre également d'aller à son appartement pour boire quelques verres. Pareil, en échange d'argent, c'est vraiment son mode opératoire. Il va dans le bar, il voit des gens un petit peu wasted, il lui dit viens chez moi, je suis photographe artistique, je t'offre de l'argent si tu viens poser pour moi. Et les gens désespérés, ils y vont. C'est horrible. Il y a des gens en galère, hein. Oui, totalement. Il y en a un, d'ailleurs, on y viendra. Le dernier, c'est exactement pour ça. C'est parce qu'il était en galère, son loyer était overdue et c'est pour ça qu'il a accepté. Comme d'habitude, il a drogué sa victime, mais en fait, il se rend compte qu'il n'est pas attiré par sa victime. Et donc, en fait, il l'a juste tué par simple peur que sa victime soit fâchée de se dire merde, tu m'as drogué, je vais aller te dénoncer. Mais finalement, il l'a tué pour aucun plaisir, en tout cas pour lui. Il l'a étranglé, il l'a démembré. Et par contre, lui, il a fait exprès de ne garder aucune partie
partie de son corps car il n'était pas attiré en fait par cette personne-là. Si t'es pas attiré par cette personne-là, pourquoi t'es parti le chercher? Il est mort pour rien. Ils sont tous morts pour rien, qu'on me comprenne bien. Après, Thomas, il n'a pas tué pendant 5 mois. Franchement, petit répit. En tout, avant la fin des années 90, il y aura eu 4 meurtres de plus quand même. Et en mai, très important, 1991, il y a Conérac. C'était un jeune garçon de 14 ans qui l'a accosté dans la rue. Ce jeune garçon, c'était le petit frère de Somsac. Somsac, c'était aussi un garçon que Jeff avait abusé sexuellement et pour lequel il avait même été arrêté. L'autre s'en est sorti et il avait juste prévenu la police. Jeff s'était fait arrêter pour ça en lui offrant à boire et pareil en lui offrant de l'argent contre des photos. Leur famille qui est un petit peu dans le besoin, Conérac il accepte d'y aller en fait et il accepte d'y aller sachant qui il était. Au pire pour lui c'était un prédateur sexuel. Il le savait, il avait déjà agressé son frère, c'était acté, mais il y va quand même. Faut savoir qu'une fois qu'il est là-bas, il fait quelques photos pour Dahmer. Dahmer le drogue comme d'habitude et ce jeune vaillant, malgré drogué, n'est pas totalement drogué en fait. Le petit il arrive à quand même à s'échapper, à se retrouver devant le bâtiment avec 2 voisines qui appellent la police. Il y a 2 officiers de police qui viennent pour voir ce qu'il se passe. À ce moment-là, Dahmer revient chez lui à l'entrée, voit la scène, intervient et il dit non en fait c'est mon petit ami, on a un peu trop bu, il est sous substance, etc. Et la police dit ok on peut venir, on peut rentrer pour quand même vérifier les faits. Il fait rentrer la police chez lui alors que ça pue le cadavre, parce qu'il faut savoir qu'il y avait le cadavre de Tony, il me semble, qui était allongé là, qu'il avait tué 2 semaines plus tôt, qui était sur le sol de sa chambre. Il fait quand même rentrer la police chez lui, qui font une fouille, mais vite fait, vraiment la fouille la plus rapide du monde. Il tombe sur des photos qu'il venait de faire du petit, et pour lui c'était genre sa preuve que on était bien en couple, on fait des photos un peu kinky, donc c'est bon. La police décide de partir, de laisser le petit là quoi. Évidemment, petit s'est fait percer le crâne avec une perceuse pour ensuite s'y faire verser de l'eau bouillante et des produits chimiques dans le crâne en mode petite lobotomie. Lui-même il dit moi j'ai envie que ce soit un peu façon zombie. Il aurait pu être sauvé si la police avait fait son job correctement. Il faut savoir qu'il y a une des voisines qui était en bas avec cet enfant-là, qui a appelé la police aussi, et elle a demandé comment ça s'était dénoué cette histoire. La police a affirmé que l'enfant n'était pas un enfant, en fait, c'était un adulte et qu'ils étaient bien en couple et qu'ils avaient vérifié que c'était bien un adulte. Déjà, ils avaient jamais vérifié que c'était bien un adulte depuis qu'il avait 14 ans. Juste vraiment pour se dédouaner de tout ça, ils ont dit oui à la femme qui, elle, était vraiment inquiète. Alors en fait, il y avait vraiment de quoi. L'enfant, il est juste mort. En plus de ça, même la police, quand ils ont été à l'intérieur, ils ont senti les odeurs nauséabondes et ils sont pas posé plus de questions quoi. Ils ont juste demandé comment ça se fait que ça pue. Le gars il est parti nous sortir une excuse des plus bancales. Ma famille m'envoie de la viande, ça a été pourri, j'ai oublié de l'acheter. Vraiment? Et ça passe quoi. C'est passé crème. Ils sont partis. Plus tard, évidemment, il démembre le petit de 14 ans. Il garde son squelette. Par contre, il va garder son squelette. Il passe son temps à chercher des victimes et il tue un individu environ chaque semaine. Il finit par tuer Matt Turner le 30 juin. Et j'en parle pas assez, je souligne pas assez, mais tout ça, c'est à caractère sexuel. C'est-à-dire, il prend du plaisir à faire ça. Et une fois que ses victimes sont mortes, il prend du plaisir avec le corps de ses victimes. Que ce soit les violer, que ce soit des fellations orales, ce que tu veux. On ne souligne pas assez, mais c'est un truc de ouf. Il tue Jeremiah le 5 juillet, Olivier Lacy le 15 juillet et pour finir aussi Joseph Brandehoft le 19 juillet qui lui, après avoir tué Joseph, il comme d'habitude met sa tête dans son réfrigérateur pour le garder pendant plusieurs semaines. Il finira quand même par passer le crâne à la perceuse électrique, enfin le crâne qui est encore attaché à la tête quoi, c'est pas juste le crâne, pour essayer d'en retirer les os. Faut savoir qu'il y a une partie de ces victimes qui, quand on leur perce le crâne à la visseuse et qu'on leur met dedans de l'eau bouillante avec des différents acides, certains d'entre eux sont encore vivants. En fait, ils n'ont pas eu le luxe de se faire tuer
C'est le 22 juillet 1991 qu'il attire Tracy Edward dans son appartement et ce sera sa dernière potentielle victime. Il attire Tracy depuis un bar et il lui propose de l'argent en échange de photos. Et c'est là, comme on disait, il avait besoin d'argent, il était overdue sur son loyer, qui s'est dit bon pourquoi pas, je vais y aller. C'était un habitué du bar, Jeff. Il avait déjà essayé d'amadouer deux autres personnes qui étaient les amis de Tracy mais qui ne se sont pas fait avoir finalement. Et donc il a décidé de partir avec. Directement quand il est rentré dans l'appartement, il a senti une odeur pareille, nauséabonde. Apparemment c'était, je dis ça comme si j'y étais, c'était horrible. Et c'est là que Dahmer décide de lui mettre des menottes, ce qui surprend Tracy et il comprend un petit peu qu'il y a un problème quelque part et qu'il devient un petit peu sur la défensive. Il essaye de s'enfuir, il n'y arrive pas. Dahmer veut absolument qu'ils regardent un film ensemble. D'ailleurs c'est apparemment son film favori, c'est L'Exorciste 3. Et vu qu'il n'arrive pas à s'enfuir, en fait, Tracy rentre, il s'y prête au jeu. Il s'y prête au jeu, il fait même des photos sexy, il se prête au jeu, il va jusque dans la chambre, il laisse Dahmer s'allonger sur lui pour écouter son cœur battre et apparemment Dahmer lui aurait même dit qu'il voulait écouter son cœur battre parce qu'ensuite il comptait le manger. Après plusieurs tentatives, il réussit quand même à s'enfuir et il court dans la rue, il arrive à intercepter une voiture de police. Les policiers sont venus avec lui jusque chez Dahmer de nouveau. Dahmer a ouvert la porte aux policiers, les a laissés rentrer et c'est comme ça que eux ont fait une visite, en tout cas un petit peu plus poussée. Ils sont tombés sur des polaroïds du coup que Dahmer prenait de ses victimes et c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté Dahmer. Quand il y a les autres services de police qui sont arrivés pour faire les fouilles, ils ont retrouvé des têtes, des morceaux humains dans le réfrigérateur. Il y avait littéralement une tête en décomposition dans le frigo. Il y avait plusieurs sacs avec des parties internes du corps. Il y avait aussi des sacs avec des parties génitales. Il y avait des squelettes dans les placards. Il y avait des torses masculins dans un stade de décomposition avancé. Il y avait un tonneau avec des parties de corps humaines qui étaient rongées par l'acide et qui étaient dans un état de décomposition avancé. Il y avait 5 crânes dans la chambre. Dans un tiroir, il y avait aussi un squelette humain complet. Il y avait, la majorité des os avaient été blanchis également. Il utilisait en fait ses victimes comme des jouets intimes. Il prenait des photos, il prenait du plaisir à ce moment-là, les démembrait. Il faut savoir qu'il avait une petite technique, il allait démembrer les bras, les jambes, il allait en garder le tronc. Et en fait, il faisait ça dans sa baignoire parce que sinon, il trouvait que quand il découpait au niveau du torse, il y avait trop de sang qui coulait. Il prenait les torses, les mettait à l'envers pour les drainer du sang, donc pour vraiment complètement les vider de leur sang. Et ensuite, il les mettait dans son tonneau pour partir en décomposition, voire certains, il les gardait. Dans la majorité des cas, il gardait le crâne de ses victimes comme souvenir, trophée, encore une fois, jouet sexuel pour ses masturbations, en tout cas pour le stimuler sexuellement. Il a aussi avoué avoir mangé le foie, le cœur et des parties de cuisse aussi de plusieurs de ses victimes. 2 mois avant son arrestation aussi, il expliquait qu'il avait mangé ses victimes et il essayait aussi d'expliquer que c'était un appel et un désir sans fin qu'il ressentait. Donc c'est en 1992 qu'il y aura son procès qui va durer 2 semaines uniquement. Il va avoir 957 ans de prison, ce qui équivaut à plus ou moins 17 fois la perpétuité quand même pour ces 17 meurtres. Du coup, il a été incarcéré à la prison de Columbia. En prison, du coup, il se fera quand même attaquer 2 fois, une fois avec des blessures mineures qui finalement ne lui fera rien et une deuxième fois le 28 novembre 1994 pendant qu'il était en train de faire son service de nettoyage dans la prison. Il se fait attaquer par un autre détenu qui estime que en fait Dahmer ne regrette aucune de ses victimes et aucun de ses actes et décide de le tuer. Il va du coup mourir dans l'ambulance qui essaiera de l'emmener à l'hôpital. Grosso modo, le boug est totalement malade. Toutes ses victimes droguées, démembrées, utilisées comme jouets, jusqu'à ce qu'il se fasse choper en fait, parce qu'il s'est fait choper, il a même pas essayé de fuir, il a même pas essayé de... Il est juste arrivé, il a dit bon, de toute façon je devrais mourir, j'aurais dû mourir pour tout ce que j'ai fait. Le gars était lucide, que c'est mal, mais malgré tout, pouvait pas s'en empêcher quoi. Soyez prudents.
Ok, on ne sait pas qui est le tueur en série près de nous. Ça se trouve, ton voisin, c'est un tueur en série, tu le sais pas. Il y a des gens bizarres et en fait, tu sais pas. Ne va pas chez des étrangers dans leur maison pour 50 $. Tu ne fais pas ça. Moi, un truc que je me suis dit aussi, c'est je suis mère, je suis maman. Qu'est-ce que les parents, on parle pas beaucoup de sa mère, mais qu'est-ce que son père comment il doit vivre ça? T'imagines? Tu te dis, j'ai mis un enfant au monde qui a retiré la vie à 17 personnes. Son père, il a aidé à disséquer, à blanchir les os, à comment bien enlever les organes des animaux. Alors ok, on parle d'animal, ils allaient trouver des animaux morts au bord de la route. Et après, ils les reprenaient, ils les ouvraient et tout. Ok, c'est un animal, d'accord. Mort déjà, qui plus est. T'es en train de stimuler quelque chose qui... Je sais pas, qui est bizarre, surtout l'enfant, il était jeune, c'était un enfant quoi. Enfin, ces petits mots pour clôturer cette vidéo, j'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à la prochaine. Et si vous avez aimé le format et que vous voulez qu'on parle d'un autre ou d'une autre tueur en série, je suis pas contre faire une femme. N'hésitez pas à me donner les noms en commentaire. Ciao ciao.